Nzambe o nakomitunaka o, Nzambe o nakomitunaka o, babukwa Nzambe tomonaka boye, basantu nyonso foto se mindele, banzelu nyonso bango se mindele, soki za bulu foto moto mwindo injustice euta wapi o, ah mama nakomitunaka, nakomitunaka. Mesdames et messieurs, une fois de plus, nous vous retrouvons. Mais avant de suivre cette vidéo, vous pouvez bien sûr vous abonner et puis appuyer sur la cloche pour pouvoir être averti chaque fois que nous avons une vidéo en ligne pour vous. Et merci donc de nous choisir, de choisir Kassaï Développement TV, Kassaï Développement TV pour ce changement de mentalité, Kassaï Développement TV. Pour la prise de conscience, surtout en ce moment où nous sommes dans l'union sacrée décrétée par le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce qui doit nous amener à l'unité et à changer des comportements au niveau de la province du Kasaï oriental. Et c'est pourquoi nous sommes revenus une fois de plus auprès du docteur Badibanga Sambouka, qui, comme vous le savez, est expert en santé publique, mais aussi analyste et éducateur, promoteur d'une école, le complexe scolaire Bansambi. Avec lui, nous allons donc parler aujourd'hui de cet état des sièges qui a été décrété par le président de la République. Pour lui, il y a qui tout double et il y a des enjeux et des implications. Quels sont les défis qui sont derrière cet état des sièges décrétés au niveau de deux provinces de l'Est? Voilà autour de quoi va tourner l'entretien avec le docteur Badibanga Sambouka. Je ne suis pas seul, j'ai quelques autres confrères, 3 confrères avec qui nous allons donc poser des questions au docteur Badibanga Sambouka. Et voilà pourquoi nous allons le rejoindre dans son bureau où nous allons essayer d'échanger et d'avoir la lumière, mais aussi nous allons parler de la situation de la province du Kasaï oriental où en tout cas on ne semble pas comprendre, et je comprends aujourd'hui pourquoi le thème, le développement du Kasaï oriental qu'il a développé la fois passée, est-ce un rendez-vous manqué? Et donc, nous sommes en train de constater que le rendez-vous est en train vraiment d'être manqué. Voilà, nous allons donc rejoindre le docteur Badibanga Sambouka dans son bureau pour cet échange. Restez branchés et merci à vous toutes et à vous tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous revoilà encore réunis pour débattre d'un sujet d'actualité qui est cet état de siège décrété par notre président de la République pour les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Nous voudrions un peu réfléchir à haute voix sur ces implications et ce que cela représente pour nous ici au Kasaï oriental et dans l'espace kassaïen en général. C'est pourquoi j'ai pensé partager avec vous ma façon de voir et puis de vous entendre aussi, parce que j'estime que cet état de siège avec la nomination des gouverneurs militaires et tout ce que cela implique aura aussi des répercussions sur le devenir politique de notre province du Kasaï oriental en particulier. Pourquoi? Parce que c'est nous qui sommes pour le moment au pouvoir. Et lorsque nous analysons les enjeux et les défis, il nous faudra constater que chaque fois que notre pays a été confronté à certaines
rébellion, ça provenait toujours de l'Est du pays. Rappelons-nous que le pouvoir de Mobutu a été mis en mal, si nous laissons à l'époque tout juste après notre indépendance, eh bien, nous allons toujours remarquer que c'est toujours la rébellion venant de l'Est qui a pu emporter le pouvoir de Mobutu. Le pouvoir de Mzee Laurent Désiré Kabila, malgré qu'il est venu aussi toujours de l'Est, a été emporté toujours à partir de ce qui se passe au niveau de l'Est. Et nous pouvons dire que l'Est constitue pour nous maintenant, avec tout ce qui se passe, un enjeu capital pour le maintien du pouvoir de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS avec le président Tshisekedi Tshilombo à la tête. Et donc, ces enjeux aussi ont des répercussions sur notre propre devenir ici au Kasaï oriental pour son décollage économique. Donc, je voudrais partager avec vous que cette prise de conscience, que nous ne soyons pas distraits, parce que ce qui s'est en train de se passer au niveau national nous concerne plus étroitement, nous sommes liés au sort, donc nous sommes liés en disant notre bien-être est lié au sort de ce pouvoir national, parce que ce pouvoir national qui impulse aussi le décollage du Kasaï oriental. Et si dans les 3 ans qui nous restent, 2 ans et demi qui nous restent, nous n'arrivons pas à résoudre cette question de l'Est, nous ne pensons pas que nous serons en bonne posture pour les élections de 2023. Si vous avez suivi avec moi, en dehors il y a des gouverneurs militaires qu'on vient de placer à la tête de ces provinces, dont une des provinces, je pense le Nord Kivu ou l'Ituri, bon, peu importe, dont une des provinces, c'est un fils du Kasaï, à qui le président de la République a fait sa confiance et a confié cette mission, même si au départ c'est une mission d'1 mois, mais cette mission de mois renouvelable peut nous faire 3 mois, 6 mois, on ne sait jamais. Donc, c'est là où nous disons, attention, est-ce que nous, peuple kassaïen, en général et Luba en particulier, et de cette province, nous sommes conscients des enjeux et des défis qui sont en train de se mener actuellement au niveau de la nation. Et nous sommes en train de nous dire que si nous sommes distraits avec toute cette guerre qui se passe actuellement au niveau de notre province, avec maintenant le même parti politique, l'UDPS, etc., où il y a des opinions, des avis contradictoires par rapport au pouvoir qui doit reprendre la destinée de cette province, mais nous sommes en train de nous chamailler pendant qu'il y a des enjeux vitaux pour notre devenir au niveau de la nation avec cet état de siège que le président de la République vient de décréter. Pour moi, il y a un aspect important de cet état de siège, c'est la guerre médiatique. La guerre médiatique, elle va conditionner soit l'adhésion de la population de l'Est à cet acte de siège et de soutenir notre armée, soit elle va semer le doute dans cette opinion-là en essayant de renverser comme ce qui vient de se passer les 2-3 semaines qui viennent de s'écouler. C'est pour cela que je me dis, mais il faudrait que nous nous lancions aussi dans cette bataille médiatique pour montrer que
cette guerre de l'Est, cet état de siège nous concerne tous et particulièrement nous qui sommes dans cet espace kassaïen. Il ne faut pas être distrait, ne pas faire de débat et soutenir cette action. Si nous voyons ces 24 heures après la nomination des gouverneurs militaires, ça bouillonne et au niveau international et au niveau national. Mais ici, chez nous, nous tergiversons encore, nous ne savons pas sur quel pied danser parce que nous sommes préoccupés à nous déchirer entre nous. Alors que l'avenir économique, politique de notre province en dépend et aussi de ce pouvoir que nous avons lutté pendant plus de 30 ans à avoir et est en train, est mise à l'épreuve. Voilà, je voudrais partager avec vous cette, disons, prise de conscience. Quel sera votre apport en tant que les hommes des médias dans cette guerre médiatique qui, pour moi, je le dis, soit va renforcer l'opinion en général et de la population de l'Est en particulier, soit doit essayer de retourner et de mettre en doute comme ce qui s'est passé. Par exemple, ce matin, nous avons suivi RFI, maintenant j'ai suivi aussi, il y a la journaliste célèbre Colette Brackman qui a fait aussi toute une publication, et il y a certaines personnalités influentes qui sont en train d'analyser cet état de siège et la nomination de ces gouverneurs militaires. Vous avez suivi tous sur les ondes, c'est ce que je voudrais que nous puissions voir quelles sont ces répercussions ou bien ces enjeux et défis par rapport à notre position, à nous, de l'espace kassaïen en général et du Kasaï oriental en particulier. Je vous remercie. Chers confrères, nous venons de suivre le docteur Badibanga Samboka, qui a parlé bien sûr de cet état de siège qui vient d'être décrété par le président de la République et la nomination des gouverneurs militaires dans 2 des 26 provinces. Et il a parlé des enjeux, implications et défis. Si vous avez des questions, qui se lance le premier, qui se jette à l'eau? Oui, Jean-Alphonse. J'ai compris l'exposé du docteur. Je le remercie très sincèrement parce que ce qu'il vient d'évoquer, c'est un problème beaucoup plus sensible pour la province du Kasaï oriental. J'ai essayé d'épingler un aspect. Les Kassaïens n'ont pas encore pris conscience de l'état où se retrouve la province du Kasaï oriental en rapport avec les enjeux politiques futurs, c'est-à-dire nous avons les élections qui approchent, les élections de 2023. Eux n'ont pas encore pris conscience des élections et ce que le président de la République peut chercher comme la solution à ce problème, c'est-à-dire gagner un 2e mandat. L'Est, bien sûr, c'est le ventre mou de la RDC. Mais ce que j'aimerais demander au docteur, en tenant compte des tendances politiques qui caractérisent les institutions provinciales du Kasaï oriental, a-t-il pensé à trouver une issue pour que tout le monde puisse se retrouver, c'est-à-dire prendre conscience de ce danger qui est devant les Kassaïens? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs déclarations politiques, les uns pour le président de l'Assemblée provinciale, les autres pour le gouverneur sortant, mais ils ne voient pas dans l'avenir. Je ne sais pas comment il peut analyser cet aspect. Merci. Je remercie le docteur Bansambi, Badibanga Samboka, pour cet exposé, je dirais, plus riche. Nous devons prendre conscience de la nomination de militaires comme gouverneurs dans 2 de nos provinces, particulièrement Nord Kivu et à Ituri. Il a parlé ici ce qui concerne la province du Kasaï oriental. J'aimerais
lui remettre la question. Ma question est celle de savoir quelles sont les propositions concrètes à soumettre aux autorités du Kassai oriental pour que le peuple kassaïen, en général, puisse prendre conscience des enjeux qu'il a dit lui-même qui vont impulser l'économie ou soit le développement du Kassai oriental. Et je pourrais aussi ajouter une deuxième question. Avec tous ces, tous ces points de presse, toutes ces conférences qu'il tient, est-ce que le docteur Badibanga a encore une vision de postuler pour être gouverneur de province pour que ce peuple kassaïen puisse vraiment bénéficier des idées qu'il a pour son développement? Merci. Merci bien. Je vais répondre à la dernière question d'abord tout de suite. Oui et non. Oui et non. Je commence par non, je n'ai aucune envie. Je n'ai aucune envie parce que le climat dans lequel nous évoluons ne permet plus, pour moi, ce que moi j'espérais, ne permet plus d'avoir une sorte d'union sacrée dans notre province. J'avais espéré beaucoup qu'avec l'avènement de notre frère, notre fils, de l'UDPS au pouvoir, il y allait y avoir, nous serions la première province, les premières institutions de la province à avoir cette union sacrée. Parce que nous appartenons tous à la même famille culturelle et identitaire. Donc, et nous l'avions dit bien avant, que c'est nous qui serons le rempart de ce pouvoir. Mais hélas, nous sommes en train de nous diviser. Personne ne peut avoir envie d'accéder au pouvoir dans ce climat malsain qui se passe au niveau de notre province. C'est ça que je vous dis non. Oui, si l'opinion provinciale, les forces vives disent c'est nous qui allons déterminer qui répond au profil dans ces défis, dans ces enjeux, d'assurer la gouvernance de notre province pour ce que je ne fais que dire, le bien-être. Alors c'est ce peuple-là, uni, comme nous chantons dans notre hymne national, uni par le sort pour l'indépendance. Et dans l'effort pour... S'il y a cette mobilisation de notre peuple, c'est eux qui vont dire nous contribuons même avec $1 pour que telle personne-là puisse postuler et être notre leader, assurer le leadership. En ce moment-là, vous serez une émanation du peuple, pas des représentants du peuple, parce que maintenant, il n'y en a plus. Ils se chamaillent entre eux. Donc, ils ne peuvent plus nous représenter. Donc, il faut toute une nouvelle dynamique. Et là, c'est ce que cette dynamique proviendrait d'où? Mais c'est vous, les faiseurs d'opinion, et toutes les autres associations, les activistes, les lanceurs d'alerte qui pouvaient dire non, non, on en a marre. Regardez ce qui se passe actuellement. Nous avons un groupe à Kinshasa, un groupe est ici. Nous suivons, nous ne dormons plus ces jours-ci parce que nous suivons les déclarations dans tous les sens. J'avais dit une fois, nous avons connu le refoulement de 1960 et de 1992-93. 1993, la 92-93, le leader du Katanga, pour ne pas le citer, Kyungu Wakumanza, j'étais moi à la place de la poste de la gare de la SNCZ lorsque il nous a traités dans tous les noms, je ne veux pas les citer, et qu'il nous a demandé pour dire ils vont rentrer chez eux. Il a dit ils n'ont nulle part où aller parce que chez eux, là, ils s'entretuent. Je lui donne raison.
Maintenant, avec sa sagesse, il est en train de se repentir, de dire non, l'unité. Mais nous manquons ça ici chez nous. Quels sont ces leaders qui se détachent pour dire non? Chers frères, chères sœurs, ce n'est pas le moment de nous entretuer. Nous n'en avons pas. Donc, nous laissons libre cours à nos querelles, à nos propres ressentiments, sentiments. On ne pense pas à l'intérêt. Donc, nous oublions même ce qui est en train de se passer au niveau national, où le président de la République, notre frère et notre fils, c'est le quitte ou double. Si nous étudions l'histoire de notre pays, c'est quitte ou double. La chute des autres régimes est venue toujours de l'Est. Et en engageant cet état de siège, et avec ces gouverneurs militaires, même si c'est pour un mois, il y a un de nos fils qui est là, comme gouverneur militaire. Donc, qui représente aussi l'opinion du chef de l'État, et qu'on le veuille, qu'on se le dise, donc nous, de l'espace kassaïen. Donc, c'est ce que je dis dans cette situation, non. On ne peut pas prétendre, parce qu'il n'y a pas une opinion unie, non, 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 non. S'il y a cette opinion, oui, on peut dire choisissez vous-même les leaders. Mais il y a d'autres déjà, ça circule, qui sont en train d'aller dire non, voilà, on a décidé qui sera notre gouverneur. D'autres disent il n'est pas question, c'est nous-mêmes qui devons choisir. Dans cette opinion, ça donne du dégoût. Vous ne pouvez pas postuler à un poste comme ça. Pour qui vous allez le faire? Alors, la mobilisation de la conscience. C'est ce que nous sommes en train de chercher, que je suis en train de supplier, d'implorer. Je suis un croyant, mais plus de nos traditions. Les Bakichi, les Bankambwa, Jouka Impingeo. Nous sommes en train de dériver maintenant. Rassemble-nous pour voir tous dans la même direction. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas une conscience commune du peuple kassaïen, du peuple Luba, pour épauler le chef de l'État. J'ai entendu d'autres dire, bon, le chef de l'État nous a promis de venir au mois de mai. Mais je me dis, vous allez demander au chef de l'État de venir au mois de mai ici, pendant qu'il décrète l'état de siège, il doit s'occuper des affaires les plus importantes de la nation, qui mettent même son pouvoir en balance, en danger. Mais non, ce n'est pas le moment de crier qu'il vienne ici. Il faut lui dire, reste, occupe-toi de l'Est. Parce que notre survie aussi en dépend. Si nous ne réussissons pas avec l'Est, l'histoire nous apprend que Mobutu est devenu populaire lorsqu'il a maté la rébellion Simba, etc., avec le général Moulamba, mais eux, c'était des militaires à l'Est, là-bas. Mobutu est devenu puissant célèbre lorsqu'il a maté l'incursion des soldats gendarmes, ex-gendarmes katangais en 77 et en 78 au Katanga. Mais il ne faut pas être distrait. Il faut que nous prenions conscience. Avec tout ce que notre président a dû déployer comme effort diplomatique et politique à l'interne de cette union sacrée, il lui reste cette épine dans la gorge l'Est. C'est pourquoi beaucoup, si vous suivez maintenant les médias, on essaie de retourner, de faire douter l'opinion, surtout de nos frères et sœurs de l'Est, contre cet état de siège. Mais si nous suivons, on a, par exemple, le RFI ce matin, beaucoup d'opinions de nos frères de l'Est sont pour cet état de siège. Et ils disent que nous allons soutenir ça. Mais c'est un couteau à double tranchant. Nous allons soutenir pour dire, OK, si vous réussissez, nous sommes avec vous. Si vous ne réussissez pas, ne comptez pas sur nous.
C'est ce que cela veut dire. Mais si nous ne réussissons pas, c'est ce que le peuple kassaïen doit se dire. Si nous ne réussissons pas, nous ne prenons pas conscience pour épauler les chefs de l'État et mettre une gouvernance sérieuse, unie ici, nous allons échouer aussi. Parce que s'il n'est plus au pouvoir en 2023, tous les espoirs que nous allons fonder maintenant sont partis. Je dois remercier l'orateur de tout à l'heure, le docteur Badjiba Nsambouka. J'ai deux petites questions. La première se rapporte à la guerre. On la qualifie de guerre asymétrique imposée à la RDC. C'est supposé qu'il y a une main noire extérieure ou externe dans cette situation. Même s'il est vrai que la province du Kassai-Oriental, la population adhère à votre message de tout à l'heure pour accompagner, soutenir les actions du chef de l'État en décrétant cet état de siège, mais vous n'avez pas fait allusion à la main externe qui nous a imposé cette guerre. J'aurais bien voulu dans votre exposé que vous puissiez dire ne fût-ce qu'un mot par rapport à cette main extérieure, pour ne pas parler des puissances extérieures. Par rapport à la province du Kassai-Oriental, cette province dont les députés sont hantés, excusez-moi le terme, par les démons des divisions et des crises politiques, certainement que vous n'avez pas peut-être besoin de travailler ou fonctionner dans un tel environnement, vous l'avez dit. S'il vous avait été demandé de réunir ces députés provinciaux qui sont en pleine crise face à une population très pauvre et marginalisée, quelle pourrait être votre action, docteur Badjiba Nsambouka? Merci bien. Je vais guerre asymétrique à l'Est. Quelle est la main extérieure? Nous savons tout ça, que la main extérieure, elle est là depuis longtemps. Cette main extérieure n'a pas commencé aujourd'hui. Les pouvoirs qui viennent successifs, qui se sont précédés, ont toujours eu cette main extérieure. Et c'est ce que nous avons dit, le chef de l'État a commencé par toute cette diplomatie. Mais ce n'est pas pour rien qu'il ne fait que sortir, aller par-ci, c'est quoi? C'est parce que sans cette diplomatie, si vous n'avez pas l'appui de l'extérieur dans le contexte mondial actuellement, avec toutes ces multinationales, puisqu'on sait que c'est la guerre des minerais qui se passe à l'Est, nous le savons. C'est comme ça, il ne fait que sortir, aller, la diplomatie pour qu'il puisse avoir le soutien de l'extérieur. Sans le soutien de l'extérieur, on ne remportera pas cette guerre. Actuellement, il a même fait, et il est même hissé comme président de l'Union africaine. Donc, sur le plan diplomatique, il a réuni les conditions nécessaires, peut-être pas suffisantes, mais nécessaires pour avoir cette assistance, cet appui de l'extérieur. Même les pays voisins, nous l'avons vu aller pour intervenir dans des conflits, l'Ouganda et le Rwanda, ses anciens adversaires, etc. L'Angola, nous avons vu il n'y a pas longtemps avec l'Angola pour essayer de calmer. Nous sommes entourés par 9 pays, dit-on. Si nous ne sommes pas en bonne relation, nous n'allons pas résoudre cette question des provinces de l'Est qui sont entourées par 4-5 pays. Donc sur le plan diplomatique, nous devons l'aider. Sur le plan politique, maintenant interne, c'est là où nous avons besoin. Il ne va pas s'occuper en même temps de l'Est et fragilisé par sa propre province. Est-ce que vous trouvez que ça c'est logique, que c'est normal? Est-ce que vous ne voyez pas que ça nous affaiblit davantage? Même lui peut dire, allez, ne comptez pas sur ces gens-là, ils vont se battre au lieu de m'épauler. C'est parce qu'il doit être fier en ce moment-ci de sa province.
Nous lui présentons une province forte, unie. C'est ça, c'est le soutien moral qu'il attend de nous. Pas le soutien de division. On va dire, il va nous dire, mais mes frères se battent au lieu de m'épauler. Donc si nous nous portons bien, c'est comme ça tous les parents. Si vos enfants se portent bien, vous avez aussi la force de résister pour dire, ok, je vais m'engager. Mais nous sommes déstabilisés. Ça fera maintenant, je crois, 3e mois, nous n'avons pas d'exécutif. Même l'Assemblée provinciale est divisée. Mais qui vont porter? Vous pensez que l'intérimaire qu'on a et à l'Assemblée provinciale et à l'exécutif vont développer cette province? Mais qui est l'investisseur, qui est le financeur qui aura confiance en nous? Personne. On va tourner en rond. C'est ça que je dis, malgré cette asymétrie, mais le président a développé toute une capacité vraiment diplomatique pour essayer d'avoir cette assistance-là. Il faut comprendre ça. S'il n'a pas cette assistance de l'extérieur, les multinationales n'auront pas confiance en lui, parce que ce sont des intérêts à intérêt. On va dire, ok, maintenant que les gouvernements sont d'accord avec moi, ce sont ces gouvernements qui vont influer sur ces multinationales. C'est ça, gagnant-gagnant. Mais il faut que sur le plan interne, il vient de créer l'Union sacrée pour essayer d'avoir un front commun. Mais il ne faut pas qu'ici, au niveau de notre province, nous lui montrons plutôt une division. Donc c'est ça que je dis, il faut qu'au niveau interne, il y a des efforts. Je ne sais pas si vous suivez, de réorganisation, de renforcer notre armée. C'est ça que nous disons, si nous avons ça, nous pouvons alors croire en nous en sortir pour cette bataille de l'Est. Mais si nous n'avons pas ça, sur le plan diplomatique, sur le plan politique interne et sur le plan de la cohésion sociale au niveau interne, peu importe l'institution, nous ne pouvons pas nous en sortir. Vous avez dit, par rapport à la division, si vous m'avez été demandé à moi de réunir les protagonistes ou les antagonistes maintenant, les adversaires, quelles sont les actions que je peux mener? Je dois avouer que moi-même, je ne m'en sors pas moi-même. Je reviens un peu en 2016. En 2016, lorsque j'avais postulé pour être le candidat contre Moïka Sanji, etc., j'ai eu l'occasion de rencontrer 3/4 des députés, si pas 9/10, chez eux à la maison. Je passais de maison à maison, j'échangeais avec eux. Cet esprit-là que j'avais trouvé chez certains d'entre eux, je me disais qu'avec la nouvelle législature, cet esprit allait disparaître, hélas. C'est la même chose que j'avais trouvé lorsque la législature passée, là, antérieure, de 2016, devait réélire Moïka Sanji. J'ai suivi les choses. J'avais chaque fois, ici, chez moi, des gens de l'ANER, tous ces gens venaient, même des groupes religieux, pour parler avec moi. Je leur dis, je ne bronche pas sur ça. Je ne bronche pas. Mais malheureusement, c'est cet esprit que je croyais disparaître, que je vois cet esprit encore surgir. Monsieur Rand, vous vous rappelez, lorsque je me suis révolté contre les déclarations du célèbre député professeur sur vos antennes en 2018, c'est moi-même qui suis venu vers vous, vous dites, papa, on ne peut pas induire notre opinion en erreur. Je vais venir affronter ces députés sur vos antennes. Je suis venu voir ce député honorable, là, professeur, et je lui ai dit non.
En ce moment ici, il n'y a pas question de dire que vous allez être de tel côté, nous sommes tous antagonistes ou adversaires, il n'y en a pas. Nous sommes tous derrière notre frère, notre fils. C'est là où nous allons tous nous ranger. C'est ça notre pouvoir. Donc je l'ai affronté en ce moment-là. Mais maintenant, avec c'est la population. Les actions, c'est la population. La seule, avec les activistes, c'est qu'ils peuvent dire non. Nous allons nous-mêmes élire notre prochain gouverneur qui va répondre à tel profil et obliger les députés provinciaux à suivre leur voie. S'il n'y a pas ça, vous allez voir, nous sommes maintenant au mois de mai, bientôt ça sera le mois de juin, hélas. Donc c'est ça que je n'ai pas, moi, de solution miracle. Peut-être en parlant comme ceci, il peut y avoir d'autres, les hommes d'église. Hein, vous avez tous, c'est plein d'églises ici. Est-ce qu'il n'y a pas des leaders au niveau des églises qui peuvent se dire non, 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 comme le cardinal Ambongo fait à Kinshasa avec l'abbé Cholet, pourquoi eux le font? Mais pourquoi pas nos hommes d'église ici ne peuvent pas se lever pour dire c'est terminé ça? Nos chefs coutumiers, pourquoi ils ne peuvent pas se lever pour dire hey, chers amis, c'est fini cette récréation? Voilà les canaux que nous avons ici chez nous. Mais pourquoi tout le monde se tait? On laisse nos frères là, nos représentants là, s'entre-déchirer. Et sur la place publique, moi je pense que les hommes d'église, je disais même, et je vous assure, lorsqu'on a nommé les gouverneurs militaires, dont un de mon jeune frère, je n'ai pas dormi toute la nuit. Je m'attendais, quand j'ai vu tous les messages qui venaient de tous les pays, qui me tombaient sur mon téléphone, je me disais pourquoi nos pasteurs, nos radios vous avez des radios qui sont aussi religieuses, non, d'appartenance. Pourquoi vous ne faites pas comme quand le chef de l'État a décrété l'état d'urgence sanitaire? Vous savez ce que vous avez fait ce vendredi-là, du mois de mars, de la semaine qui suivait la proclamation de confinement là, du 18 mars. 10 mars. 18 mars. Oui. Tous les chrétiens, tous les pasteurs ont fait la veillée à la place là, musée Laurent Désiré Kabila. Dans tous les quartiers ici, le vendredi jusque le jeudi 23h jusque samedi matin 4h, c'était des prières partout. De telle sorte que j'appelais certains, je dis, mais vous aurez justement la Covid, si la Covid doit être ici, c'est vous là qui êtes dans la rue et en train de prier, vous allez nous contaminer nous tous. Mais c'était une bonne mobilisation. Mais pourquoi vous ne le faites pas maintenant, ces prières-là? Faites des veillées avec cet état de siège parce qu'il en va de notre survie. C'est ça la prise de conscience. Je m'attendais à ça pour dire, je vais voir si tous les gens vont se dire, non, 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 on fait le jeûne, etc. Et nous allons faire des prières pour que notre chef de l'État s'en sorte avec cet état de siège. Voilà des actions. Je ne peux que recourir pour les gens qui ont la population tout le temps avec, entre leurs mains. Je crois que j'ai aussi 2 ou 3 questions. Vous semblez saluer les actions diplomatiques du président de la République, mais quand on suit dans l'opinion, il y en a qui pensent que tout le temps, il est à l'extérieur, qu'il ne s'occupe pas du pays, pendant qu'il y a des problèmes au pays, lui, il est tout le temps en sortie. C'est également la même chose quand il a pris le pouvoir au niveau de l'Union africaine. On dit, mais il n'a pas encore maîtrisé le pays, il va commencer à s'occuper plus des affaires extérieures
que de son propre pays, surtout avec les cas comme vous les avez illustrés tout à l'heure, vous les avez évoqués, des médiations et autres entre Ouganda, Rwanda, il y a la Somalie, il y a l'Égypte, il y a le Soudan, le Tchad qui s'entre-déchirent également. Et ça, c'est le premier volet. Par rapport au deuxième volet, vous avez parlé des activistes et autres, mais la plupart de ceux qui s'opposent déjà à l'état de siège sont comptés parmi les activistes. Il faut relancer l'AMIBA. Ce sont des jeunes qui se mettent debout pour dire non, il y a mes gestions à l'AMIBA, il ne faut pas donner les 40 millions. Il faut l'état de siège. Non, pas question d'état de siège. Et puis, on lance même les jeunes gens, les jeunes élèves, pour demander au président de la République d'aller habiter lui-même l'Est. Et quand il nomme des militaires, pour qu'ils fassent le travail, on condamne, mais on voudrait qu'il aille là-bas. Est-ce qu'il y avait un plan préparé pour peut-être aller l'assassiner de ce côté-là? Et par rapport à la question du Kasaï oriental, même si déjà dans l'une de mes questions, il y a déjà ce problème-là, on a senti aussi que le président de la République a reçu ces députés qui sont allés à Kinshasa. Mais ceux qui sont restés pensent qu'ils n'ont pas été délégués. Mais pourquoi le président de la République les a reçus et après les avoir reçus, il y a une partie qui fait des déclarations? Est-ce aussi une façon, comme il l'a dit, notamment du gouverneur et du président, qu'ils l'ont déçu parce qu'il avait échangé avec eux. Il y avait 3 mois, il devait rentrer vers lui, faire l'état des lieux avant de prendre certaines décisions. Est-ce une sorte de rébellion contre le chef de l'État au niveau de la province du Kasaï oriental? Merci. L'action diplomatique qui est remise en question par certains, une certaine opinion, hein, disons une certaine opinion. Lorsque nous lisons l'histoire des pays et aussi mon expérience personnelle avec les Nations Unies, vous ne pouvez pas réussir les actions dans les contextes actuels de situation économique, de politique de notre pays, sécuritaire, sans ce soutien diplomatique extérieur. C'est dit-leur. Il ne faut pas rêver. Le monde, c'est un monde des donnant, gagnant. C'est un monde d'intérêt. Donc, il ne faut pas minimiser ces efforts diplomatiques. Nous avons vu des pays, des présidents perdre leur pouvoir à cause de ça. Nous avons regardé, nous-mêmes, nous avons vécu ça avec l'histoire de Lumumba. Avec l'histoire de Lumumba. Rappelez-vous dans cette histoire, maintenant qu'on a reconstitué, qu'est-ce que les historiens nous disent? Lumumba a perdu le pouvoir lorsque le président, je crois, Eisenhower, le jour qu'il avait rendez-vous à Washington, est allé jouer au golf au lieu de le recevoir. C'était fini, son sort était jeté, lié ce moment-là. Rappelez-vous, quand le président Mobutu lui-même, qui avait une très bonne, disons, audience diplomatique, rappelez-vous, lorsque avant sa chute, sa mort aussi, les Américains sont venus encore lui proposer. Nous avons suivi tous en direct à la télévision à Kinshasa. Ce n'est pas qu'on nous a raconté, c'était réel. Nous avons suivi avec cette femme diplomate, Mélissa, je crois, et qui est venue lui dire, Monsieur le Président, nous sommes maintenant en train de jouer l'après-Mobutu. Il est grand temps de partir. Les États-Unis vont vous accorder l'exil avec les membres de vos familles et vos proches. Richardson est venu, depuis l'ambassadeur aux Nations Unies, est venu. Et c'était en direct. Nous avons proposé au président de la République de partir en exil.
hélas, c'est la diplomatie. Mouzé Laurent Désiré Kabila, lui aussi, lorsque le noir américain, là, je crois... Bill Richardson. Oui, Jefferson, je pense. Pasteur. Le pasteur, disons le pasteur. Jesse Jackson. Voilà, j'étais moi en poste au Congo-Brazzaville avec l'UNICEF. Nous avons été délocalisés à cause de la guerre au Congo-Brazzaville à Kinshasa et nous étions logés à l'hôtel Memling. Moi, j'ai vu ce pasteur américain parce qu'il attirait la curiosité, il recevait des gens. Ce monsieur-là est venu pour rencontrer le président Mouzé et Laurent Kabila, qui était à Kinshasa, mais qui a dit non, il est absent, il ne peut pas le recevoir. Avant de quitter Kinshasa, le monsieur a fait une interview et a déclaré « Je vois l'avenir de ce pays est sombre ». Ce n'est pas des choses qu'on raconte, que nous avons vécues en direct. Hélas. C'est pour dire que ce que le président fait, pour dire tout ce qu'il fait comme voyage, etc., dans son expérience, sa formation politique à côté de son père Tshisekedi Amulumba, il a appris tout ça et lui-même a vécu en exil. Que si tu n'as pas ce soutien diplomatique, tu peux faire tout ce que tu veux. Ce sont ces pays qui détiennent et qui flirtent avec les multinationales. L'ingénieur, je crois que c'est Bachile ou Mouchile, chimiste congolais, vient de publier une étude depuis l'époque coloniale jusqu'à maintenant sur les mines ou les minerais de la République démocratique du Congo. Et dans ses conclusions, il dit ceci: le pouvoir actuel de Tshisekedi Tshilombo dépendra de ce qu'il fera comme réforme dans ces mines. Il parlait de mines de cuivre et de cobalt, mais il a dit c'est pour tous les autres mines, que ce soit de diamants minéraux, que ce soit des diamants d'or, de cassitérite, de coltan. Il dit ça dépend parce que sinon il n'aura pas les moyens de sa politique. Et alors il propose, lui en tant qu'expert, à notre président, au gouvernement, voilà les actions qu'il faut entreprendre pour vite récupérer les dividendes de cette exploitation des minéraux pour qu'en 2023, vous puissiez faire sortir le peuple congolais de cet état actuel, au moins, et pour que vos actions puissent réussir. Mais si l'Est est dans cet état-là, comment voulez-vous qu'il puisse récupérer des dividendes pour réussir son programme d'ici 2023? Ne fût-ce que sur le plan théorique de la sécurité pratique, les gens disent « maintenant nous savons travailler, etc. Maintenant nous sommes chez nous, nous ne nous déplaçons pas ». Les gens vont prendre confiance. Ils vont dire « voilà le président qu'il nous faut en 2023 ». Donc c'est ce que nous disons, ces sorties-là, il y a ces multinationales qui financent les activistes, qui financent des associations pour retourner l'opinion, créer le doute. Oh, on dit, si jeunesse savait. Nous avons vécu, j'ai fait 20 ans d'expérience avec les Nations Unies. Donc, participer même à des réunions de sécurité avec les diplomates. Dans des pays de guerre, Centrafrique, le Congo-Brazzaville ici. J'étais même à Abidjan lorsqu'on nous évacuait pour ne pas rester dans ces pays de guerre. Tout
dépend de ces multinationales et les gouvernements qui les gèrent ou qui les soutiennent. Donc, il y a une guerre médiatique. Il ne faut pas que nos enfants puissent se laisser berner par cet activisme. Parce que quand on dit activisme, il y a toujours le péjoratif. Vous pouvez le prendre dans le bon sens, mais souvent c'est péjoratif. Donc c'est ce que je peux dire. Il ne faut pas se laisser berner. Vous dites encore une de vos questions. Les actions avec ceux qui sont partis, qui sont à Kinshasa, et ceux qui sont restés. Mais c'est tout ce que je viens de décrire. C'est tout ce que je viens de décrire. C'est l'état actuel de la conscience du Kasaïen ici, de cette province du Moulouba, disons-le franchement. Voilà notre conscience. On va là-bas quémander de place, les autres qui sont ici s'opposent, mais c'est cet état que nous sommes en train de décrire. J'ai dit, qui voudrait assurer la gouvernance d'une province comme ça? Les têtes bien pensantes disent jamais, nous ne pouvons pas y aller. Jamais, jamais. Donc c'est pourquoi je dis, mais l'opinion, vous êtes les faiseurs d'opinion, les groupes religieux, etc., les chefs traditionnels. Réunissez, faites, nous appelons comment Tchoulouba la palabre là, l'arbre de palabre, non, il y a un autre, Tchibalo. Oui, c'est la même chose. Ah, c'est ça. Donc le Tchibalo, faisons ça. Coup de Tchibalo ensemble pour que cette guerre termine. Si nous ne réussissons pas à ça, vous allez voir, il peut même nous oublier. Le chef de l'État peut nous oublier, peut dire non, laissons-les se disputer le pouvoir, mais on verra. Merci de m'accorder la parole. Je pense que le docteur a suffisamment exploité le climat qu'il y a, non seulement à travers le pays, mais aussi dans notre province. Mais à mon humble avis, je viens de constater que effectivement la dérive qu'il a décrite dans son exposé se trouve déjà effective dans la province du Kasaï oriental. Est-ce que vous avez une idée sur le sens de la récupération que vous pouvez faire, du moins d'une façon théorique, parce que nous en parlons, nous n'avons peut-être pas les moyens d'exécution de ce que nous pensons. La province est à la dérive avec cette scission ou l'éclosion de l'Assemblée provinciale. Vous, en tant que sage, ce que vous pouvez penser afin de redresser cette situation. Comment allons-nous récupérer notre province qui est en train de sombrer? Voilà, on va aller directement à la question, hein, parce que nous n'avons plus qu'une dizaine de minutes qui nous restent. Oui. Juste la question. Merci, monsieur le modérateur. Docteur Badibanga, vous avez parlé dans votre introduction de la nomination d'un de nos frères, gouverneur militaire. Je ne sais pas si c'est au Nord Kivu ou en Ituri. Et en faisant allusion à la guerre médiatique dont vous avez parlé tout à l'heure, vous ne pensez pas que les médias de l'Est peuvent crier au tribalisme et amener peut-être la population à diaboliser cet état de siège? Comment vous jugez ces choix du président de la République? Merci. Je vais répondre par ça et terminer avec cette dérive. Comment récupérer ces dérives? Je ne pense pas que la population de l'Est, pour y avoir vécu, je ne pense pas qu'ils voient la provenance ethnique. Le président de la République va de façon méthodique. Après le coup, dont on ne sait pas d'où ça vient, de la mise à l'écart de Kamere
qui est de l'Est, le président de la République pour l'Union sacrée a recouru encore à un homme de l'Est. Hein? Bahati Lukwebo. Donc, il a recouru à lui. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le président de la République étudie bien avec son staff stratégique comment unir ce peuple tant meurtri. Nous avons le front du Katanga. Regardez, le Premier ministre vient du Katanga. Il a remplacé le Katanga qui était là, de provenance Katanga, il l'a remplacé, puis il a créé l'Union sacrée. Cela veut dire que le président de la République tient compte des forces en présence, des opinions. Il essaie d'équilibrer. Les gens de l'Est qui, actuellement, doutent de leurs propres frères qui sont là, parce qu'entremêlés, vous avez entendu, c'est que le président de l'Assemblée nationale les a carrément pris à partie. Je pense qu'ils ont plus confiance à ceux qui ne sont pas de leur milieu. Je pense, ça c'est l'état actuel, parce que connaissant aussi, ayant vécu là, ils disent non, 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 non. Ceux qui viennent d'ailleurs sont beaucoup plus neutres. Donc je n'ai pas de crainte, il a équilibré vraiment l'environnement politique, et ça c'est un coup de chapeau, je dis voilà, au lieu de subir cette pression, il essaie tout le temps d'équilibrer, de tenir. Parce que l'Est, sur le plan démographique, elle est plus importante que les autres provinces. Donc il faut avoir l'Est avec nous pour 2023. Je ne sais pas si les gens savent ça. C'est l'Est là. Quand les gens du PPRD ont perdu l'Est, ont commencé à mécontenter les gens de l'Est, vous avez vu ce qu'ils ont fait, et ils ont fait tomber le PPRD. Donc c'est ce que nous sommes en train de dire. Quand vous prenez l'Est, ça va non seulement Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, ça va aussi avec la grande province de choses orientales qui est Kisangani, Uba, Ouélé, Ouélé, etc. Tout ça, il faut considérer comme la même région qui est très sensible pour nous. Donc le président équilibre les forces en présence. Donc je ne crois pas de ça. Et même notre frère qui est nommé gouverneur militaire, il a travaillé beaucoup à l'Est là-bas et très bien connu au niveau de cette partie de l'Est. Maintenant, la dérive. Comment récupérer cette dérive? De façon brutale, je pourrais dire, si ça ne dépendait que de moi, j'allais décréter un État, une province d'urgence, un État d'urgence au Kasaï oriental. Je vous assure. J'allais dire, État d'urgence et suspension de l'Assemblée provinciale, suspension de l'exécutif, et on nomme un haut fonctionnaire de l'État. Je vous assure, parce qu'on ne va pas s'en sortir. En ce moment-là, on va récupérer. Donc les 30 mois qui nous restent là, oui, les 30 mois, nous pouvons dire non, 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 laissez tomber tous ces gens, c'est l'état d'urgence. Parce que le président lui-même l'a dit, les provinces deviennent des Capharnaüm. Donc, la seule chose qu'il peut dire, non, je suis le garant de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale et de la bonne marche des institutions. Mais maintenant, les provinces qui se battent comme ça, état d'urgence, on enlève tous ces gens et on met des hauts fonctionnaires de l'État, de l'administration. Voilà, pour moi, c'est cette solution radicale qui va nous aider à nous en sortir. Sinon, laissons voir le temps. S'ils ne décident pas comme ça, nous allons tournoyer, 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 et le temps passe. On va se réveiller, il est déjà 2020, 2023. Docteur, nous n'avons plus que quelques 2 minutes avant de conclure.
Et il y en a qui proposent même un état d'urgence au Katanga. Est-ce une façon d'opposer le président au Katangais parce qu'on ne sent pas le phénomène Bakata Katanga très récurrent ou être en permanence un dérangement par rapport à ce qui se passe à l'Est? Est-ce une façon de l'opposer aux gens du Katanga, les inciter à décréter un état d'urgence de ce côté-là? Avant votre conclusion, bien sûr. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que la situation du Katanga est tout autre chose. Et tout autre, ce n'est pas comme à l'Est. La situation sur le plan politique interne, sur le plan même de sécuritaire avec tous ces groupes est bien cernée. Ce n'est pas comme à l'Est du pays. Déjà, le président a déjà répondu. Il a envoyé tout un bataillon, je crois, de commandos il y a un mois au Katanga. Donc, je ne crois pas qu'on va arriver à ça. Je ne pense pas. Et votre conclusion? Ma conclusion, il faudrait que le peuple kassaïen prenne conscience que la situation à laquelle notre chef de l'État est confronté, c'est quitte ou double. Et ça dépendra de sa réélection en 2023. Et s'il n'y a pas cette réélection en échouant à l'Est, ça aura des répercussions sur tous les espoirs que nous, Kassaïens, Louba en particulier, nous avons fondés sur ce pouvoir. Ce sont de nous chamailler, mettons-nous ensemble, mobilisons tous ces canaux, les religieux, les chefs coutumiers, et la presse, etc., pour que nous puissions avoir notre fumée, notre tubalo là-bas, et que nous reprenions pour que nous soutenions le président de la République, sans quoi nous vivons l'illusion pour 2023. Merci, docteur. Merci.